On te demande d'être agile. Le système, lui, ne bouge pas. Si tu travailles dans une entreprise aujourd'hui, quelle que soit sa taille, tu connais probablement cette sensation. Elle est à la fois absurde et épuisante, et elle est beaucoup plus répandue qu'on ne le dit. Laisse-moi te décrire une scène que tu as peut-être déjà vécue. Tu as participé à une formation sur les méthodes agiles ou encore sur le management 3.0. 2 jours, peut-être trois. Tu es revenu motivé avec des outils, des concepts, une nouvelle façon de voir les choses. Tu voulais changer ta façon de travailler avec ton équipe. Peut-être même proposer une nouvelle approche à ton manager ou à ton codir. Et puis tu es retourné dans ton quotidien et tu as retrouvé l'interminable formulaire de demande d'achat, ce processus de en je ne sais pas combien d'étapes, le comité de validation qui se réunit une fois par mois, le processus de reporting hebdomadaire qui prend 3 heures à préparer pour un résumé d'à peine 10 minutes, le chef de projet nommé product owner mais sans aucun pouvoir de décision réelle, le budget annuel gelé qui empêche toute initiative non planifiée 9 mois à l'avance. Et tu t'es probablement dit quelque chose comme ça, mais allez, finalement, à quoi ça sert? Parce que tu as essayé de changer ta posture, ta façon de collaborer, ta façon d'organiser ton travail, mais le système autour de toi, lui, n'a pas bougé d'un iota. Et cette frustration-là, je sais qu'elle est particulière parce elle ne vient pas d'un manque d'envie ou d'un manque de motivation, elle vient au contraire d'un excès d'envie confronté à un véritable mur qui te bloque. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est pourquoi ce mur est là, ce qu'il représente vraiment et surtout comment avancer malgré lui, car oui, la bonne nouvelle, c'est que tu peux avancer. Donc sans chercher à le démolir, ce serait vain compte tenu de la structure et de la culture de certaines grosses organisations, sans te battre contre lui, car là aussi tu pourrais t'épuiser, mais en trouvant ta propre zone de liberté à l'intérieur du système. Donc dans quelques minutes, je vais te donner un outil que j'utilise avec les managers que j'accompagne et qui permet de cartographier précisément ce sur quoi tu as une vraie prise aujourd'hui dans ton périmètre. Et crois-moi, cela change absolument tout. Avant toute chose, ce que tu dois comprendre, c'est que ce que tu vis, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas non plus le résultat d'une mauvaise volonté de ta direction. C'est une contradiction que je qualifierais de structurelle, quasiment universelle dans les organisations qui cherchent à se transformer. La plupart des entreprises qui se lancent dans une démarche agile, notamment, le font aujourd'hui pour des raisons très concrètes. Aller plus vite, mieux répondre aux attentes des clients, mieux s'adapter à un environnement ou à un marché, de plus en plus concurrentiel, ou encore casser les silos. Et entre nous, bah, ce sont de bonnes raisons. Mais en même temps, ces mêmes organisations, ces grosses organisations ont été construites sur des principes exactement opposés. Le contrôle, la validation en cascade, la planification à long terme, la réduction des risques à chaque étape. Des principes qui, allez, ayant bien fonctionné pendant des décennies, sont profondément ancrés dans les processus, dans les outils, dans les habitudes, dans les indicateurs de performance. Et changer tout ça en profondeur, ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de temps, de courage, de changement culturel et d'un vrai engagement des leaders qui va bien au-delà de ta seule formation de 2 ou 3 jours. Bref, le résultat, on te demande de penser agile dans un cadre qui ne l'est pas encore et tu te retrouves pris entre deux logiques, allez, complètement incompatibles. Gregory Bateson, anthropologue et théoricien de la communication, a formalisé ce phénomène dans les années 50. Il a appelé ça la double contrainte ou le double lien. Le principe est simple dans sa description, mais totalement dévastateur dans ses effets. Tu reçois deux injonctions simultanées qui sont incompatibles entre elles. Et tu ne peux ni obéir aux deux en même temps, ni ignorer l'une d'elles sans subir des conséquences, ni signaler la contradiction sans risquer d'être mal perçu. Donc dans ton cas, ça va ressembler à ceci. Injonction numéro un: sois agile, prends des initiatives, itère, collabore, va vite, accepte l'erreur comme source d'apprentissage. Et puis l'injonction numéro 2: respecte les processus, valide à chaque étape, ne prends pas de risques, documente tout, respecte le budget prévu. Donc ces deux injonctions sont irréconciliables enfin, dans le quotidien finalement. Et pourtant, tu dois d'une façon ou d'une autre faire semblant qu'elles le sont. Parce que personne dans ton entreprise n'a officiellement dit que la seconde injonction primait sur la première, même si dans les faits, bah, c'est souvent le cas.
Et ce double lien produit trois types de réponses chez les personnes qui le vivent. La première, c'est la conformité résignée. On fait comme avant, on adopte le vocabulaire agile en surface, mais rien ne change véritablement. La deuxième, c'est la résistance ouverte, qui épuise et isole. Enfin, la troisième est la plus courante, c'est l'épuisement silencieux. On essaie encore et encore, on se heurte au mur, encore et encore, on réessaie encore et encore, on se fatigue, on finit par baisser les bras, puis finalement par partir. Aucune de ces trois réponses n'est vraiment satisfaisante. Mais il en existe une quatrième, et c'est celle-là que je vais te transmettre aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier ce que te coûte réellement cette double contrainte, parce que finalement on le fait rarement. Le premier coup, c'est l'énergie gaspillée. Chaque fois que tu essaies de faire avancer quelque chose et que tu te heurtes à un process qui bloque, eh bien, tu dépenses de l'énergie sans le moindre résultat. Et cette énergie que tu dépenses finalement pour rien, elle n'est pas disponible pour ce qui compte vraiment pour toi, pour ton équipe, voire même pour l'entreprise. Le deuxième coup, c'est la perte de sens. Quand tu vois une bonne idée s'éteindre dans un tunnel de validation, quand tu sais que la solution est là, mais que le processus t'interdit de l'appliquer rapidement, quelque chose se détériore dans ton rapport au travail. Ce n'est pas de la démotivation ordinaire, c'est une perte de sens progressive, ce fameux burn-out qui peut mener finalement à terme à un gros engagement bien plus profond. Le troisième coup, c'est la crédibilité. Si tu portes un discours agile auprès de ton équipe, mais que ton organisation ne te donne pas les moyens de le mettre en pratique, l'écart entre les mots et les actes va finir par se creuser. Et ton équipe, elle va le voir. Donc du coup, baisse de ta crédibilité. Et pourtant, certains managers, dans exactement le même type d'organisation, trouvent des marges de manœuvre réelles. Pas parce que leur hiérarchie est différente, pas parce qu'ils ont un budget exceptionnel, mais parce qu'ils ont appris à cartographier leur terrain d'action d'une façon très précise. Je vais t'expliquer comment dans un instant. Et le premier outil que je vais te donner, tu pourras l'utiliser d'ailleurs dès cette semaine. Voilà ce que j'ai observé après plus de 15 ans d'accompagnement de managers et de professionnels en contexte de transformation. Les personnes qui s'en sortent le mieux dans un système, allons, n'ayons pas peur des mots, un système plutôt rigide, ne cherchent pas à le changer. Ils commencent par définir avec précision ce qui est dans leur périmètre d'action réel. Et cette distinction est capitale. Parce que l'une des erreurs les plus communes dans ce type de situation, c'est de dépenser toute son énergie sur ce qui est hors de portée, tout en délaissant ce qui est pleinement accessible. Stephen Covey, dans son ouvrage Les 7 habitudes des gens efficaces, propose une grille de lecture que j'utilise régulièrement en coaching et dans mon programme Booster Agilité personnelle. Il distingue trois cercles concentriques, trois espaces. C'est l'ensemble des choses qui t'inquiètent, qui peuvent t'affecter, qui peuvent évidemment aussi t'intéresser. Donc les décisions de la direction, la stratégie de l'entreprise, le comportement de tes collègues ou d'autres services, le contexte social et économique au sens large. Donc ce cercle est souvent très grand et il est normal qu'il le soit. Second cercle, le cercle d'influence. C'est l'ensemble des choses sur lesquelles tu peux agir ou exercer, on va dire, une certaine influence. Ta façon de communiquer, les décisions que tu prends dans ton périmètre, la façon dont tu organises ton équipe, les relations que tu construis. Le cercle est un peu plus petit que le cercle de préoccupation, mais il est réel et concret. Fin dernier cercle, le cercle de contrôle direct, c'est l'espace, allez, on va dire le plus restreint, mais aussi le plus puissant. Ce sont tes propres comportements, tes propres choix, ta propre façon d'être et ta propre façon d'agir, tout ce qui dépend finalement uniquement de toi. La thèse de Covey, et celle que je partage pleinement, c'est que les personnes les plus efficaces concentrent leur énergie sur leur cercle d'influence, et particulièrement sur leur cercle de contrôle direct. Et ce faisant, leur cercle d'influence tend à s'élargir progressivement. Alors que ceux qui concentrent leur énergie sur leur cercle de préoccupation, c'est-à-dire sur ce que finalement ils ne maîtrisent pas du tout,
finissent par s'essouffler et souvent par voir leur capacité d'action se réduire. Concrètement, dans ton contexte, si tu passes la semaine, ta semaine à te battre contre des processus que tu ne peux pas changer, à te plaindre de décisions que tu n'as pas prises, à attendre une transformation organisationnelle qui mettra des années à s'opérer en profondeur, eh bien, tu gaspilles ce qui est peut-être ta ressource la plus précieuse, ton énergie. Si tu passes cette même semaine à identifier les 2 ou 3 leviers sur lesquels tu as vraiment la main et à les actionner avec cohérence, tu vas commencer à créer des résultats. Alors oui, peut-être modeste au début, mais visible. Et tu sais comme moi que la visibilité, c'est ce qui change tout dans toute organisation. Alors tu ne peux peut-être pas changer le système, mais tu peux changer ce qui dépend de toi. Et c'est souvent bien plus grand que tu ne le crois. Les managers qui ont commencé par cartographier leur cercle d'influence réel, avec réalisme, sans se perdre dans des illusions sur ce qu'ils ne pourraient pas forcément toucher ou changer, ont fini par obtenir des résultats qui ont ensuite influencé le système lui-même. Pas en le combattant de front, en montrant dans leur périmètre que ça fonctionnait, ou en tentant des petits hacks qui, forts de leur succès, ont fini par devenir viraux. C'est l'influence par l'exemple, l'influence par la preuve. C'est une posture à la fois humble et stratégique. Et elle est, à mon sens, beaucoup plus puissante que la vaine résistance ou la conformité démotivante. Et maintenant, les deux outils. Le premier va te permettre de cartographier ton terrain d'action avec précision. Le second va te permettre de prendre des décisions concrètes dans ce terrain sans attendre une autorisation qui ne viendra peut-être jamais. Ces deux outils ensemble changeront ta façon d'opérer dans n'importe quel système, aussi rigide soit-il. Outil numéro un, cartographier son cercle d'influence. Cet outil, je le fais faire à tous les managers que j'accompagne, en particulier dans les contextes de transformation. Il prend environ une trentaine de minutes la première fois. Ensuite, avec l'habitude, tu le fais finalement de tête en quelques minutes. Donc voilà comment il fonctionne. Tu prends une feuille ou un document et tu traces deux colonnes. La première colonne s'intitule Ce que je ne peux pas changer dans mon organisation. La seconde colonne s'intitule Ce que je peux changer ou influencer dans mon périmètre direct. Dans la première colonne, tu listes sans filtre tout ce qui te frustre, tout ce qui te bloque à l'instant T, tout ce que tu voudrais modifier, mais sur quoi finalement, à l'instant T, tu n'as pas de prise réelle. Le processus budgétaire, la structure de reporting, les décisions stratégiques prises au-dessus de toi. Donc tous ces éléments-là, ou même encore, tu vois, les outils imposés par le siège. Liste tous ces éléments sans jugement. Cette liste est importante, non pas pour t'y attarder, mais pour lui donner un endroit où elle va pouvoir exister. Parce que tant que ces frustrations restent dans ta tête, elles consomment de l'énergie en permanence. Une fois écrites, elles sont posées. Tu sais qu'elles sont là. Tu sais que tu ne peux pas les changer aujourd'hui et tu peux passer à ce qui compte. Dans la deuxième colonne, tu listes tout ce qui est dans ton périmètre réel. Ta façon d'animer tes réunions d'équipe, la façon dont tu demandes ou la façon dont tu donnes du feedback, les décisions que tu peux prendre sans demander d'autorisation, les relations que tu construis avec d'autres managers de ton organisation, la façon dont tu priorises ton travail ou celui de ton équipe, les expérimentations que tu peux lancer à petite échelle sans budget exceptionnel. Et là, en général, deux choses se passent. Première chose, tu réalises que la deuxième colonne est plus fournie que tu ne le pensais. Il y a souvent beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on ne le perçoit initialement quand on est dans la frustration du système rigide. Deuxième chose, tu réalises que tu as probablement passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur la première colonne au détriment de la seconde. L'exercice ne s'arrête pas là. Une fois la deuxième colonne complète, tu choisis. Alors, pas tout à la fois, mais parmi tout ce que tu peux changer ou influencer, tu identifies les deux ou trois leviers qui auront l'impact le plus significatif pour toi et ton équipe dans les prochaines semaines. Et tu t'y tiens. Ce que j'aime dans cet outil, c'est qu'il est à la fois libérateur
et responsabilisant. Libérateur parce qu'il te donne la permission officielle de ne pas te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Responsabilisant parce qu'il te demande d'assumer pleinement ce qui est dans ton périmètre, sans excuse et sans attendre que le système change d'abord. L'outil numéro 2, la décision minimale viable. Le deuxième outil est complémentaire au premier. Une fois que tu as cartographié ton cercle d'influence, tu vas inévitablement identifier des décisions que tu pourrais prendre mais que tu n'as pas encore prises. Pourquoi? Souvent parce que tu attends quelque chose. Une validation, un signal de la hiérarchie, un budget supplémentaire, une clarification de la stratégie. Et cette attente, dans bien des cas, n'est pas nécessaire. C'est même une source de gaspillage au sens lean. Finalement, tu attends parce que le système t'a conditionné à attendre. En aucun cas parce que tu en as vraiment besoin. La décision minimale viable, c'est un concept que j'ai emprunté à l'univers du développement produit, et notamment au MVP, hein, le Minimum Viable Product, que j'adapte à la prise de décision individuelle. Le principe est le suivant. Face à une situation où tu pourrais agir, mais où tu te retiens, tu te poses une question très simple. Quelle est la version minimale de cette décision que je peux prendre aujourd'hui dans mon périmètre sans demander d'autorisation? Pas la décision parfaite, pas la décision ou pas la solution idéale. La décision minimale viable, celle qui est suffisante pour créer un premier mouvement, obtenir un premier résultat et apprendre quelque chose. Quelques exemples concrets. Tu veux changer la façon dont ton équipe se synchronise au quotidien, mais tu attends que la direction valide un nouveau format de réunion. Non. La décision minimale viable propose à ton équipe d'essayer un format différent pendant 2 semaines, dans le cadre des réunions d'équipe existantes. Tu n'as pas besoin, tu n'as juste pas besoin d'autorisation pour ça. Tu l'as déjà. Tu veux tester une nouvelle façon de prioriser les sujets, mais tu attends un outil officiel qui tarde à venir. Idem, la décision minimale viable, en t'inspirant de Kanban et de son management visuel, tu crées un tableau simple avec ce que tu as et tu le testes avec ton équipe dès cette semaine. Ce que ces exemples ont en commun, c'est qu'aucune ne nécessite d'autorisation externe. Ils sont tous dans ton périmètre, ils sont tous actionnables et ils créent tous un premier mouvement que tu peux ensuite amplifier. L'enjeu premier de cet outil, c'est de te déshabituer de l'attente systématique. Parce que dans un système rigide, l'attente est souvent le comportement par défaut. Et c'est justement cette attente qui donne l'impression que le système contrôle tout. Alors qu'en réalité, dans ton périmètre, tu as souvent plus de liberté que tu ne le penses. Décider ce qui est en ton pouvoir, maintenant, sans attendre que tout soit parfait, c'est l'un des actes les plus agiles que tu puisses poser dans un contexte rigide. C'est aussi l'un des plus difficiles parce qu'il t'invite à sortir du confort que procure l'attente. L'agilité personnelle dans un système rigide ne consiste pas à changer le système complètement. Elle consiste à exercer pleinement la liberté que tu as déjà. Ok, avant de fermer cette vidéo, je t'invite à faire une chose très simple. Prends 5 minutes cette semaine et fais la cartographie de ton cercle d'influence. Les deux colonnes. Ce que tu ne peux pas changer maintenant, ce que tu peux changer. Ensuite, au sein de la deuxième colonne, identifie une seule décision minimale viable, une seule décision que tu peux prendre dans ton périmètre cette semaine sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et prends-la, prends cette décision. J'ai vu cette combinaison des deux outils débloquer des situations qui semblaient aller complètement figées. Non pas parce que le système avait changé, mais parce que la personne avait changé sa façon d'aborder la situation. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne le diagnostic gratuit de la dimension changement. 5 questions, 3 minutes, un résultat immédiat. Le lien est dans la description. Changement-éveilagile.com. Si cette vidéo t'a apporté une perspective utile, dis-le moi en commentaire. Et si tu connais des collègues qui vivent exactement cette situation, partage-leur cette vidéo. Ce sera probablement la chose la plus utile que tu puisses faire pour eux aujourd'hui. Alors abonne-toi pour la suite. Chaque semaine, un sujet, des outils concrets, des références solides. À très vite.